Merci Émilie, merci à tous d'être montés jusqu'ici. C'est ma première conférence depuis le 10 mars, donc je suis peut-être un peu rouillé, hein. En tout cas, ça fait plaisir de voir que vous êtes là. Donc oui, mon intitulé, c'était Se souvenir du futur. Peut-être c'était pas clair pour tout le monde. Donc c'est à partir d'un livre qu'on a fait avec mon co-auteur Romuald Le Terrier, qui traite en fait des synchronicités, et qui traite des synchronicités sous un angle un peu original, un peu novateur. Aussi, je le dis tout de suite, dans la lignée des travaux de Philippe Guillemant, qui est ici présent avec nous, qui fait la conférence demain matin. Donc je vais souvent renvoyer vers lui, hein, si vous voulez plus d'explications techniques. Il vous en dira plus, peut-être aussi dans la conf de demain, ou sinon maintenant. Pour commencer, je vais vous raconter une petite histoire, pour mettre un peu dans l'ambiance. Alors, c'est l'histoire d'un mec, bien sûr. Vous la connaissez, non? Elle est bonne. Donc, c'était quelqu'un qui est dans un hôtel et qui est en voyage d'affaires et qui est en train de faire un rêve. Et donc, il rêve qu'il a une dispute dans l'hôtel avec un serveur, un employé de l'hôtel, à propos de l'heure qu'il est. Lui, il lui maintient qu'il est 4h30 du matin. Non, lui, il dit qu'il est 4h30 de l'après-midi. Et le serveur lui dit non, il est 4h30 du matin. Donc il se dispute à ce propos-là, tout ça dans le rêve. Et alors, cette personne se dit, je vais vérifier l'heure qu'il est. Il sort sa montre et il voit que sa montre est arrêtée à 4h30. Donc il ne sait pas si c'est le matin. Alors ça se passe en 1899, donc il n'a pas de smartphone ou quoi que ce soit pour vérifier. Et il ne sait pas si sa montre s'est arrêtée 12 heures avant ou si elle s'est arrêtée. Et dans son rêve, il entend des voix qui lui disent « Regarde, regarde ». Et donc là, il se réveille, il attrape sa montre, qui était à distance, et effectivement, sa montre est arrêtée à 4h30. Donc étrange, synchronicité, on peut dire. Ou alors, on va voir qu'on peut interpréter ça aussi d'autres manières. En tout cas, voilà, il découvre que sa montre est arrêtée à 4h30, et quand il descend le lendemain matin au petit déjeuner, il s'aperçoit que en fait, sa montre, elle est à l'heure de l'horloge. C'est-à-dire qu'il l'a remontée juste avant de se rendormir. Et donc, sa montre, elle venait de s'arrêter dans son rêve, en fait. C'est-à-dire qu'il a rêvé que sa montre s'est arrêtée à 4h30 au moment où ça se produisait vraiment. Donc, voilà le genre de phénomène qu'on classe dans une catégorie un peu élargie de synchronicité, parce que ça évoque, en fait, l'exemple type de la synchronicité qu'a popularisé Carl Jung, hein, le grand psychiatre et psychanalyste Carl Jung, puisque vous savez que la synchronicité, c'est lui qui a proposé le concept, en fait, à la suite notamment de ses échanges avec un physicien qui s'appelait Wolfgang Pauli, grand physicien spécialiste de physique quantique. Et tous les deux avaient des échanges, des correspondances et tout ça. Et Pauli donc, lui avait soufflé l'idée que dans ce genre de phénomène, il ne pouvait pas y avoir d'échange d'énergie, il ne pouvait pas y avoir de transfert physique. Donc forcément, c'était un phénomène qui était de nature non physique. Et donc Jung a proposé que ce soit un phénomène qui est lié par le sens, et non pas par un lien physique. Donc il dit que c'est un lien sans cause entre deux événements, un qui se passe dans la pensée, dans la sphère psychique, et un qui se passe dans la réalité physique matérielle. Et ces deux événements sont liés par un lien de cause, par un lien de sens, pardon, par un lien de sens et non pas par un lien de cause. Donc c'est un phénomène acausal. Donc on va voir qu'on peut aussi réinterpréter ça autrement. Donc l'exemple typique, c'est celui du scarabée d'or, que je raconte vite fait. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent cet épisode, puisque c'est à partir de là que Jung a élaboré sa théorie. Donc Jung, dans sa cure de psychanalyse, en tant que psychanalyste, il reçoit une patiente qui est très très fermée à tous ces phénomènes un peu surnaturels et tout ça, qui est complètement bloquée dans son analyse, qui n'arrive pas à progresser. Et un jour, au cours d'une séance, elle lui raconte un rêve qu'elle a fait quelques jours plus tôt. Et dans son rêve, on lui remet un scarabée d'or
sculpté égyptien, un beau bijou. Et on lui remet ce bijou, elle ne comprend pas pourquoi. Et au moment où elle raconte ce rêve à Jung dans son bureau, il entend un petit tapotement à la vitre de son bureau, et en ouvrant la fenêtre, il recueille un petit scarabée doré, comme on en trouve un peu partout. Et il lui tend le scarabée, comme dans son rêve finalement, à cette personne, en lui disant « Votre scarabée, le voici ». Et donc cette histoire est connue pour avoir débloqué un peu la rationalité de cette personne-là. Ça a provoqué une sorte de trouée dans son rationalisme, et ensuite sa cure a été un succès, etc. Parce que Jung lui explique toute la symbolique aussi associée au scarabée dans l'Égypte ancienne, notamment le fait que c'est un symbole de renaissance, et que pour elle, ça voulait dire qu'il fallait qu'elle meure à son ancien moi, ou quelque chose comme ça, pour renaître en quelque sorte, comme dans tous en fait, les processus initiatiques, hein, si on veut. Il y a d'abord une espèce de mort symbolique. Donc voilà l'exemple type de la synchronicité, sauf que vous avez noté que c'est un rêve au départ. C'est-à-dire que la synchronicité, c'est quand le scarabée apparaît, mais ça commence par un rêve qui a eu lieu quelques jours plus tôt. Donc on peut très bien considérer que c'est simplement un rêve prémonitoire. C'est-à-dire que la personne a rêvé qu'elle allait recevoir ce scarabée dans les mains, sous la forme symbolique associée et tout ça. Et que voilà, elle a fait ce rêve qui est donc prémonitoire puisque ça se réalise dans la réalité. Ça prend bien sûr dans les rêves, ça prend des formes symboliques toujours. Hein. Mais voilà ce qu'est un rêve prémonitoire aussi tout simplement. Donc pourquoi appeler ça synchronicité? Bon, c'est le choix de Jung. En fait, Jung ensuite a élargi sa définition du terme de synchronicité à tout phénomène qui, comme je disais tout à l'heure, lie un événement dans la sphère psychique à un événement dans la sphère matérielle. Donc ça peut très bien concerner aussi bien des expériences de perception extrasensorielle, des expériences de vision à distance, des choses comme ça, de télépathie ou ce genre de choses. Donc il avait une définition en fait assez large de la synchronicité. Donc on peut considérer que ce rêve du scarabée c'est un rêve prémonitoire, et il y a encore une autre façon de l'interpréter, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le concept de rétrocausalité. Donc ça consiste à dire que en fait, c'est l'événement du scarabée que Jung lui remet pendant la séance de psychanalyse, c'est cet événement-là qui est la cause du rêve. Alors que le rêve est intervenu plus tôt dans le temps. D'accord ? Donc ça consiste à dire que l'événement transmet une information qui remonte le temps et qui informe le rêve, qui informe le contenu du rêve, si vous voulez. Donc ça, du coup, ça devient un rêve rétrocausal, en fait. Ce rêve, il a un caractère prémonitoire, mais le caractère prémonitoire, il est déclenché par l'événement qui a suivi. Voyez ? Donc on va voir qu'il y a plein de rêves, en fait, qui s'interprètent comme ça, et que c'est une grille de lecture vraiment, vraiment intéressante, vraiment très riche, quoi. Donc dans ce cas-là, on n'a plus affaire à un phénomène acausal, c'est-à-dire un phénomène qui n'a plus de cause, mais c'est un phénomène qui est rétrocausal, c'est-à-dire qu'il y a une cause, sauf que la cause vient du futur. Alors évidemment, ça a l'air totalement absurde, sauf si le futur existe déjà. Parce que pour que un rêve soit un rêve prémonitoire, il faut plusieurs conditions. Il faut que l'événement que le rêve concerne, il faut que ça se produise vraiment dans le futur, il faut que cet événement arrive. Il faut que cette information concernant cet événement, elle soit déjà là, disponible au moment du rêve. Il faut qu'elle existe sous une forme ou une autre au moment du rêve, pour que la personne puisse la capter. Et il faut enfin qu'on puisse faire le lien entre les deux. Donc il faut que la personne se souvienne qu'elle a rêvé de cet événement et que ça correspond effectivement à cet événement qui s'est produit dans la réalité. Donc ça fait beaucoup de conditions, si vous voulez. Et en fait, il y a plusieurs chercheurs qui nous disent qu'on fait des rêves prémonitoires en permanence, mais on ne s'en aperçoit pas, parce qu'on oublie, parce qu'on n'a pas noté, parce qu'on n'a pas fait attention à la symbolique d'un rêve qui correspondait effectivement à un événement qui s'est produit par la suite. Donc on va voir que le rêve prémonitoire, en fait, c'est quelque chose de très banal, quoi, de très courant. Et donc pour ça, pour illustrer une façon d'interpréter ce rêve qui est vraiment intéressante, je vais vous raconter encore un rêve de la première personne que j'ai citée, donc qui a fait le rêve de la montre arrêtée. Et en fait, cette personne, c'est un chercheur anglais qui était à l'époque ingénieur en aéronautique, qui s'appelle John William Dunne, D-U-2-N-E,
et qui a écrit un livre qui s'appelle Une expérience avec le temps. Alors en anglais, c'est An Experiment with Time, qui est sorti en 1927, un truc comme ça. Et ça a été traduit en français sous le titre Le temps et le rêve, dans une version un peu abrégée, mais enfin. Donc c'est un auteur qui n'est pas du tout connu en France, mais il faut savoir qu'à l'époque, il a influencé énormément de monde. Il a influencé des grands écrivains comme Tolkien, comme H.G. Wells, qui a écrit la machine à explorer le temps. Hein, il a influencé Nabokov, des gens comme ça. Donc c'est quelqu'un qui a eu une très très grande influence sur la vie intellectuelle de son époque. Et John William Dunne, donc, était un ingénieur en aéronautique, comme je l'ai dit, c'était aussi un pilote pendant la guerre, etc. Donc c'est lui qui a fait le rêve de la montre, premier rêve que j'ai raconté. Et lui, il a bâti une théorie autour du rêve prémonitoire, dans laquelle, en fait, il explique que le rêve que l'on fait ne concerne pas un événement qui va se produire, mais il concerne l'expérience que l'on va avoir de cet événement. Alors il y a une nuance un peu subtile qu'il faut illustrer avec un exemple. Vous allez voir ce qu'il entend par là. Donc c'est encore un de ses rêves prémonitoires. Donc il explique qu'en 1903 ou 1905, je ne sais plus, il se trouve stationné dans une base militaire en Afrique du Sud, et il rêve qu'un volcan va exploser. Donc il fait ce rêve très très vivace, très fort, et donc il voit qu'il y a de l'eau de mer, c'est une île en fait volcanique, il voit qu'il y a de l'eau de mer qui rentre dans la chambre magmatique du volcan et que ça crée une surpression de vapeur, et donc il se dit l'île va exploser. Parce qu'il y a un événement comme ça qui s'est produit quelques décennies plus tôt au Krakatoa, en Indonésie, etc. Donc ça lui rappelle le scénario de cet accident-là, qui avait fait des dizaines de milliers de morts. Hein. Et donc dans son rêve, il se dit, il faut que je sauve les habitants de cette île, il faut absolument que je prévienne qu'il y a ce volcan qui va exploser, etc. Et là, il se heurte à tout un tas d'obstacles, comme dans les rêves, hein, donc il n'arrive pas à avancer, il n'arrive pas à convaincre les gens autour de lui, etc. Et surtout, il a un chiffre qui revient tout le temps, un nombre qui revient tout le temps, c'est le nombre de 4000 victimes. Il voit qu'il va y avoir 4000 victimes. Alors il se dit, il faut que je sauve ces 4000 personnes à tout prix, par tous les moyens. Et en fait, il se trouve que ce rêve correspond à un événement dont il va prendre connaissance quelques jours plus tard, qui est l'explosion de la montagne Pelée en Martinique, qui était effectivement un événement dramatique à l'époque, au début du XXe siècle. Comment il apprend cette information ? Il l'apprend parce que quelques jours plus tard, il reçoit une liasse de courrier sur sa base militaire où ils étaient relativement isolés, tout ça. Il reçoit une liasse de courrier dans laquelle il y a le journal, le Daily Telegraph, qui est daté du lendemain de l'éruption. Et là, il lit l'article « Explosion de la montagne Pelée, dramatique, etc. » et possiblement 40 000 victimes. Et lui, en fait, il se trompe en lisant 40 000, il lit 4 000. Donc, ce qui correspond au chiffre qu'il y avait dans son rêve. D'accord ? Donc ça, c'est important parce que ce chiffre de 4 000 l'obsédait. Et en lisant l'article, il se trompe, il lit 4 000. Et ensuite, dans ses discussions ultérieures, il parlera toujours de 4 000 jusqu'à ce qu'ils aient la confirmation qu'en fait, il y a eu à peu près 35 000 victimes et que le chiffre de 40 000 correspondait au nombre de gens qui habitaient sur l'île à l'époque et que c'était donc des victimes potentielles. Il y avait, dans l'article du journal, il mettait potentiellement 40 000 victimes. Et en fait, dans la réalité, je crois qu'il y a eu 30-35 000 victimes, un truc comme ça. Donc Dunne, lui, est bloqué sur ce chiffre de 4 000. Et ensuite, à partir de là, et d'autres exemples, hein, je vous en cite que quelques-uns comme ça, celui de la montre rentre un peu là-dedans aussi, mais c'est moins évident. Dunne explique que en fait, ce dont il a rêvé, ce n'est pas l'événement lui-même, mais c'est sa prise de connaissance de l'événement en lisant l'article. D'accord ? Il a rêvé de son expérience à lui, on va dire sur sa ligne de temps à lui. Hein, il n'a pas rêvé de l'événement lui-même, il a rêvé de la façon dont il allait prendre connaissance de cet événement, en lisant cet article dans le journal. Donc voilà, la théorie qu'il a bâtie à partir de là, c'est qu'on ne rêve pas dans un rêve prémonitoire, on ne rêve pas d'un événement qui va se produire, tel qu'il va se produire, etc. Mais on va rêver de l'expérience qu'on va en avoir soi-même personnellement au moment où on va avoir connaissance de l'événement. Donc vous voyez un petit peu la petite nuance qui est en fait assez importante. Donc pour Dunne, et puis pour d'autres chercheurs depuis, enfin Dunne, il a été un petit peu le pionnier de cette démarche-là, mais d'autres chercheurs aujourd'hui
pense qu'on peut interpréter ces phénomènes en termes donc de rétrocausalité. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que dans le rêve, il rêve de 4000 victimes? Parce qu'en lisant l'article, il s'est trompé, il a lu 4000 victimes. Donc c'est parce qu'il a fait cette mauvaise lecture de l'article après, donc quelques jours après, que ça a créé son rêve de cette façon-là. Vous voyez, donc la cause, encore une fois, du rêve, elle est dans le futur. Donc c'est un phénomène rétrocausal, quoi. Alors j'espère que je ne vous ai pas trop perdu. La rétrocausalité, ce qui est intéressant, c'est que c'est un phénomène aujourd'hui aussi qui est complètement émergent en physique. Alors, donc je ne vais pas passer trop de temps sur la physique parce que c'est très technique. Mais il faut savoir qu'on parle d'influence qui remonte le temps dans des expériences de physique, dans des expériences de physique quantique, et que c'est une façon d'interpréter les expériences qui aujourd'hui voilà, se banalise en quelque sorte, si vous voulez. Il y a quelques années, ça n'aurait pas été possible. À l'époque de Jung, la notion de rétrocausalité, elle était tout juste naissante en fait. Hein. Il y avait le physicien Olivier Costat-Beauregard qui l'avait proposé, mais bon, c'était pas du tout accepté, si vous voulez. Donc Jung l'avait envisagé. Il avait envisagé que peut-être le rêve du scarabée, c'était effectivement un rêve qui était lié à une influence rétrocausale, c'est-à-dire qu'il y avait une influence qui remontait le temps, mais bon, il n'avait pas plus creusé que ça. Sauf qu'aujourd'hui, on sait qu'en physique, c'est une réalité. C'est-à-dire que vous avez des expériences en physique quantique où vous faites des mesures sur une particule, sur le comportement d'une particule, à 2 étapes. Vous avez 2 étapes de mesure ou de détection dans un système. Et une particule, vous savez que c'est aussi une onde. Ça, c'est la base de la physique quantique. Une particule est aussi une onde. Donc, il s'avère que quand on fait une première détection à la première étape, la particule, elle se comporte soit comme une particule, donc un petit point ponctuel, soit comme une onde, qui est quelque chose qui est étalé dans l'espace. Mais quand on modifie en cours de route les conditions de l'expérience pour influencer sur la 2e étape de détection, ça change le comportement de la particule, mais pas seulement à l'endroit où elle est, mais aussi depuis le début. C'est-à-dire que ça l'oblige à changer de comportement. Si on va la détecter soit comme une particule, soit comme une onde, ça change le comportement qu'elle avait depuis le début, donc y compris à la première étape. Donc je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais ça veut dire que la façon dont on mesure la particule au 2e niveau l'influence au 1er niveau, alors qu'elle a déjà passé le 1er niveau. Donc la meilleure façon de l'interpréter, c'est de dire qu'une information remonte le temps et modifie le comportement de la particule. Une autre façon de le comprendre, c'est de dire que la particule, donc, qui est un petit objet ponctuel, elle est aussi une onde qui est donc étalée dans l'espace, et elle est aussi étalée dans le temps. C'est-à-dire que la particule, elle a une existence au-delà de son temps présent. Elle a déjà un pied dans le futur, et elle a encore un pied dans le passé, si vous voulez. Donc voilà, il y a toutes les expériences de physique quantique qui ont été faites sur ce sujet-là, ont montré que on peut interpréter ça en termes donc de rétrocausalité, d'influence du futur sur le présent. Donc c'est extrêmement troublant, évidemment, mais toute cette matière-là, ça nous compose. On est fait de ça. Hein. On n'est pas fait que de ça non plus, mais nos corps, en tout cas, sont faits de cette matière-là. Donc possiblement, la matière qui nous compose, elle est aussi étalée dans le temps. Vous voyez, c'est assez amusant. Donc ça, c'est à l'échelle de la matière, à l'échelle microscopique. Quand on monte d'un degré, quand on considère certains systèmes biologiques, on a aussi des influences qui peuvent s'interpréter comme ça. Par exemple, on a compris depuis pas très longtemps que dans la photosynthèse, il y avait des processus quantiques qui étaient à l'œuvre. La photosynthèse, donc, c'est les plantes qui réagissent à la lumière, qui fabriquent la chlorophylle, etc. Donc on s'est aperçu que le processus de photosynthèse, c'était quelque chose qui était extrêmement efficace en termes de rendement. Même quand il y a un seul photon qui frappe la surface de la plante, il y a une cascade de réactions derrière, et notamment donc, des électrons qui vont en fait emprunter tous les chemins possibles à la fois pour déclencher la cascade de réactions et engendrer la réaction de photosynthèse proprement dite. Et donc on considère que le photon, en fait, que l'électron, il prend tous les chemins à la fois. Donc c'est typiquement un comportement quantique, puisqu'il est en état de superposition avec lui-même, et il est capable de prendre tous les chemins pour aller au plus direct et permettre à la réaction de photosynthèse de se faire.
Donc ça, une façon d'interpréter aussi, c'est de dire que en fait, le processus est guidé par la finalité du processus lui-même. C'est-à-dire que pour que la réaction de photosynthèse se fasse, il faut que cet électron se comporte comme ça, et que c'est ça qui l'oriente, en fait, qui l'oblige, et que donc il y a une sorte d'attracteur, si vous voulez, la finalité de l'expérience du phénomène de photosynthèse, ça agit comme un attracteur depuis le futur, qui permet à cette réaction de se faire de cette façon-là. On sait que ça se produit aussi chez les oiseaux migrateurs. On a observé aussi qu'il y avait des processus quantiques qui sont à l'œuvre dans la façon dont les oiseaux migrateurs s'orientent par rapport aux normes magnétiques et tout ça. Donc on sait aujourd'hui qu'il y a des phénomènes quantiques dans les systèmes biologiques, c'est évident. Mais voilà, donc on peut interpréter aussi ces phénomènes-là comme s'ils étaient en fait attirés par leur futur, quoi. Donc c'est encore une fois, c'est une nouvelle façon de voir les choses, mais qu'on retrouve comme ça à différents niveaux, aussi bien au niveau microscopique, au niveau biologique, et puis ensuite au niveau de ce que vivent des individus en termes d'état modifié de conscience. Parce que vous savez qu'il y a eu des recherches sur la prémonition, la précognition, la voyance et tout ça, qui montrent qu'on est capable de sentir le futur, en fait. Et donc c'est toujours la même question. Pour qu'on soit capable de sentir le futur, il faut bien que le futur existe, d'une certaine manière.